tout est devenu concret d'un coup. Je me suis dit, en fait, on parle pas de mes enfants, mes petits-enfants, et ceux que je Parle de connaîtrai nous. jamais, on parle de nous tout de suite maintenant. Dans la tech, les investisseurs s'attendent à ce que tu dises que ton pitch, c'est pour remplacer. Tu arrives à Dataiku, tu expliques comment tu vas remplacer IBM, même un côté prétention. Et si tu n'as pas cette prétention, tu n'es pas celui qui est écouté. Dans l'agriculture, nous, on a vraiment choisi une posture beaucoup plus sage. On est à 60 millions d'euros collectés. Auprès de 4000 investisseurs particuliers, une dizaine d'institutionnels. La thèse au début de FEV, c'est quand même beaucoup la diversification. En finance, on diversifie son portefeuille. En agriculture, ça fait 50 ans qu'on ne diversifie pas. Les gens, quand ils investissent dans FEV, ils ont fait un choix conscient avec leur épargne. Si on me dit, tu votes avec ta carte bleue, là c'est pareil, tu as voté avec ta carte bleue, tu deviens propriétaire de terre et tu comprends à quoi sert ton argent. C'est un des rares placements que tu peux comprendre. Moi, je suis devenu, malgré moi, éco-terroriste. Salut Marc, ça va ? Ouais, très bien. Et toi ? Écoute, ça va bien. Merci d'avoir bravé la pluie parisienne, la pluie fine. La pluie fine, c'est la plus terrible. Je ne vais pas me faire des potes bretons, mais c'était limite du crachin breton. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage, comme dans chaque épisode, de Learning by Doing. On va parler aussi de changement de trajectoire, parce que je pense que c'est un très très bon sujet. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture, de ce qu'on mange aussi peut-être. Exactement. Donc Marc, tu es le fondateur de FEV. Tu vas nous expliquer tout ça. Nous, on se connaît depuis, j'allais dire 20 ans, mais c'est pas exactement 20 ans. Je pense presque 15 ans. Ouais, 15. On s'est croisés à un moment où on faisait des jobs très différents, plutôt dans le numérique, voire même l'IA avant qu'on parle d'IA. Enfin, il y avait un vrai sujet autour de ça. Tu es un des cofondateurs de Dataiku. J'avais envie Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'avais envie qu'on partage un petit peu ton parcours, cette bascule, ce que tu fais aujourd'hui avec FEV. Et puis, au-delà de ton parcours qui peut inspirer les gens qui nous écoutent, de voir comment FEV aujourd'hui évolue dans un écosystème B2B. Alors, c'est de l'épargne, on va parler d'épargne. Voir aussi comment vous inscrivez dans le tissu économique plus global. Ça te va comme programme? Parfait, tout ça dans un temps record. Ouais. Record, il y a un train à prendre. Je pense que tu as le cerveau bien mouliné. Tu étais sur un salon ce matin. Déjà, pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter? Alors, on va pas faire toute ta vie, ton œuvre, mais voilà, n'hésite pas à amender, commenter ce que je dis. Ok, écoute, merci déjà pour l'invitation. Et donc, effectivement, moi, je suis fondateur de 2 sociétés, mais avant toute chose, je suis ingénieur agronome. C'est important quand même pour la suite de l'histoire. J'ai fait AgroParisTech, donc un peu avant le début des années 2000. Et j'ai j'ai travaillé quand même l'essentielle partie de ma carrière dans l'informatique, et notamment comme développeur, puis consultant, on va dire, avant de monter Dataiku, dont tu parlais tout à l'heure, avec 3 autres associés fin 2012, début 2013. C'est là où effectivement on s'est connus, et c'est une aventure dont je me suis occupé du développement commercial en France, Europe et puis à l'international entre 2013 et 2019. Et puis après, il y a cette bascule dont on reparlera peut-être en 2019 qui m'a amené à re-challenger, à remettre tout ça en jeu pour repartir sur une nouvelle aventure qui est devenue FEV en 2020. Et là, en fait, FEV, parce que souvent les gens me demandent comment tu as fait pour passer de la tech à l'agriculture, et la question elle est plutôt inverse, c'est comment j'ai fait pour passer d'ingénieur agronome à la tech. C'est plutôt ça, parce que la FEV est vraiment un retour aux sources plutôt qu'autre chose vers ce que j'ai étudié. Et voilà, FEV, alors peut-être pour dire un ou deux mots, effectivement, on utilise l'épargne citoyenne pour acheter des fermes collectivement et les mettre à disposition de nouvelles générations d'agriculteurs et d'agricultrices qui s'installent en ce moment, parce qu'on est dans un gros shift générationnel en ce moment où on perd la moitié de nos agriculteurs si on ne fait rien, et on les installe en agriculture biologique avec cette épargne citoyenne en finançant leurs fermes selon un mécanisme de location avec option d'achat. Ils sont d'abord locataires, mais ils peuvent à tout instant redevenir propriétaires à un prix de marché décoté. Donc on essaie vraiment d'être propriétaire ultra responsable. Et c'est un projet qui donne lieu à plein d'occasions d'essayer de reconnecter le monde des citoyens avec celui de nos agriculteurs, qui sont les gens qui nous nourrissent quand même. Hyper clair. Alors, effectivement, tu l'as dit, dans Learning by Doing, on aime bien aller chercher quand on analyse des parcours, les points de bascule. J'ai l'impression qu'il y en a 2 dans ton cas. Le premier, au démarrage, comment tu pars d'une formation en agronomie au monde de la tech? C'est quoi le... Déjà, le diplôme d'ingénieur agro,
tous les gens qui ont fait des écoles de commerce savent très bien la diversité des métiers qu'on fait après les écoles de commerce. Bon, les gens ne savent pas qu'en école d'agro, c'est à peu près la même chose. Il y a la moitié de la promo qui partait à mon époque sur des filières typiquement agricoles, production animale ou végétale. Ça, c'était la moitié. Puis il y avait une toute autre moitié qui partait sur des jobs de consultant, d'informaticien et compagnie. Et moi, je suis parti donc, dans la première moitié, celle qui travaillait dans les productions animales en l'occurrence. J'ai travaillé dans le poisson, qui était ma passion, toujours une des choses que j'adore. Et j'étais ingénieur de R&D en aquaculture, dans une ferme aquacole qui produisait du bar et dorade dans le nord de la France. Et en fait, j'avais ça comme passion. Et moi, j'ai plein de, je ne vais pas dire de passion, mais plein de centres d'intérêt. Et je faisais donc en tant qu'ingénieur R&D déjà beaucoup de data et d'analyse. Je faisais des petites bases de données Access, j'essayais de comprendre pourquoi il y avait des bassins qui marchaient mieux que d'autres, qu'est-ce qui se passait avec l'alimentation, trouver des patterns et tout ça. Et bon, alors ça se passait moyennement bien dans cette boîte pour plein de raisons. Et quand il s'est agi de changer de boulot et de me dire est-ce que je trouvais un boulot là-dedans, je me suis rendu compte que ce que je faisais quand même à longueur de journée, c'était de l'informatique et de l'analyse de données. Et donc quand il y a des amis à moi qui m'ont dit tiens, est-ce que tu voudrais pas essayer ça? Et en fait, je me suis dit mais carrément, en fait, c'est ce que j'aime faire après tout. Donc voilà. Première bascule assez simple et très opportuniste finalement, mais en lien déjà avec mes passions. C'est sans en renier une, je suis juste passé sur une autre qui me plaisait beaucoup. Donc dans le côté ingénieur agronome, c'est le ingénieur qui a pris le pas assez naturellement. Oui, c'est vrai du coup, effectivement. Oui. Deuxième bascule, qui a l'air pour le coup moins plus évidente. Hardcore, oui. Donc 2019. 2019, ouais. Dataiku en 2019, c'est quoi? Dataiku en 2019, on est déjà à 300 personnes. Il y a, je sais plus, alors en début d'année, on devait être à 30 millions. En fin d'année, on finit à 60. Moi, j'avais passé la main, j'avais senti le truc venir, ou en tout cas, je me l'avouais peut-être pas à moi-même, mais j'avais déjà un peu organisé ma succession début 2019. En passant la main en tant que directeur commercial à une autre personne qu'on avait recrutée. Mais ce que je pense ne m'était pas encore avoué, c'est que c'était le premier pas vers la sortie. et en fait, c'est bien dans ce sens-là. Oui, exactement. Oui, parce que tout le monde, évidemment, se demande à quel moment tu t'es fait virer ou pas. Donc moi, j'ai pu organiser ma sortie de manière sereine. Ce qui était le plus dur pour moi, c'est de m'avouer que j'avais envie de partir. Et en fait, cette bascule, elle est liée à plein de choses. Il y a déjà un sentiment... Dataiku, c'est une boîte qui s'est développée extrêmement vite. Moi, il y a eu un sentiment que finalement, tout allait un peu trop vite. Que les succès... on est tous en tant qu'entrepreneurs à essayer de développer nos boîtes, à faire en sorte que ça marche. Parfois, les rares fois où il y a un truc un peu miraculeux comme Dataiku qui se passe, ça va plus vite que dans tes rêves les plus fous. Et ça avait un petit côté, pour moi, en tout cas presque frustrant et démotivant. C'est que du coup, tu te dis, mais attends, moi, j'étais content d'avoir une boîte de 50 personnes. Ah oui, d'accord, on y est déjà. Ah oui, 100 personnes, 10 millions. Oui, tu n'as pas le temps de profiter des... Tu n'as pas le temps de te dire, mais vraiment, on a... Donc, bon, il y a eu un petit côté, et puis il y a l'usure qui s'est installée pour moi, et notamment le côté... J'étais directeur commercial, c'est un métier que j'ai appris en marchant, pour le coup, et qui m'a vraiment à la fois passionné au début, et après qui était quand même... c'est pas neutre, quoi, la gestion des commerciaux dans la durée. Je trouve que c'est un métier très exigeant, d'exécution, de répétition. Et c'est là où j'ai découvert, je crois, que ce que j'avais aimé moi dans l'aventure entrepreneuriale, c'était de créer, et que franchement, je voulais bien laisser le management dans la durée à d'autres. Et depuis, je suis très clair avec moi sur le fait que mon tempérament, il est largement orienté vers les premières phases dans la création, et un petit peu moins. Alors, c'est peut-être moins courageux ou moins. Voilà, c'est beaucoup de gens qui diront sûrement la même chose. Mais maintenant, je l'assume et je sais les forces que je peux avoir et la motricité que j'ai au début d'un projet, et l'usure que je peux avoir ensuite à gérer le day-to-day. Sur cette phase-là, si tu t'en souviens, tu t'es fait accompagner sur ces sujets. Parce que là, de monter en compétence, de monter en compétence, et surtout de te rendre compte de en fait ce qui me plaît c'est ça, là où je suis fort c'est ça. Je me suis fait un peu coacher sur la fin, mais je pense que ça a aussi un peu précipité la prise de réalisation en fait il est peut-être temps que je fasse autre chose. Mais non, après l'accompagnement il a quand même été de s'entourer de consultants au tout début de Dataiku qui nous ont un peu aidé à structurer une méthode de vente, parce que pour moi ça sortait un petit peu de nulle part. Donc tout ça on s'est fait accompagner quand même pour cet apprentissage. Et pour structurer les process, et voilà. Et ça, c'était essentiel, parce que sinon, je ne sais pas par où j'aurais commencé. 2019, donc tu quittes l'aventure, en tout cas, tu te mets en retrait. T'enchaînes directement sur cette nouvelle aventure, parce que, alors, moi, de l'extérieur, l'agriculture, je trouve que c'est un domaine très complexe. Tu avais déjà plus qu'un vernis par tes études, mais à quel moment tu te dis c'est ce sujet que j'ai envie de creuser? C'est quoi un peu l'épiphanie, ou le moment où tu te dis en fait mon prochain chantier c'est celui-ci?
Alors là, j'ai mentionné ce qui m'avait amené en termes finalement d'usure, le moment où tu te rends compte que tu dois te rouvrir à d'autres idées. Mais le point de bascule, pour moi, il est clairement lié à ma prise de conscience écologique. Donc mon épiphanie, si tu veux, c'est le rapport du GIEC de 2018. Bon, je le mentionne souvent, mais c'est ce chiffre de, je crois, 420 gigatonnes ou je ne sais plus combien de tonnes qui restaient à émettre. Et surtout, la portée, l'accompagnement de ce texte qui dit qu'il nous reste 12 ans. 12 ans au rythme actuel des émissions voilà. Et 12 ans en 2018, c'est 2030. Là, on est 2026. C'est ultra flippant, c'est eu 4 ans et on a déjà dépassé le truc. Et ce qui m'a profondément choqué en bon ingénieur qui aime les datas, c'est que on soit capable, en fait, c'est plus que les chiffres et tout ça, c'est de me dire, putain, il y a un chiffre, il y a des mecs qui ont bossé dessus, et ils ont un chiffre précis, et ils nous disent, ce chiffre-là, c'est ça, et ça correspond à tant d'années. Et donc, ce jour-là, moi, tous les trucs, pourtant j'étais quand même plutôt avec une belle sensibilité écologique, tout ça, mais tout est devenu concret d'un coup. Je me suis dit, en fait, on ne parle pas de mes enfants, mes petits-enfants, et ceux que je ne connaîtrai jamais, on parle de nous tout de suite maintenant. Et donc, il y a eu un réflexe de protection, et donc ça m'a amené à me dire que ma prochaine aventure serait forcément en lien avec ça. Voilà. Même si c'est des choses qui, dans le cerveau, mettent un peu plus de temps à monter, c'est ça qui s'est passé. Et après, naturellement, quand il s'est agi de regarder qu'est-ce que je pouvais faire pour concilier cette nouvelle conscience avec mon départ, évidemment, j'ai commencé à me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire en matière de tech for good, comment j'allie les deux passions. Et en pratique, ça a mis un peu de temps à cheminer, mais je me suis rendu compte par le biais de lecture ou de prise de conscience que j'avais pas forcément besoin de mettre la tech en primaire dans ce raisonnement-là, et que le plus important, c'était la mission et le sujet auquel tu allais t'attaquer, indépendamment des moyens. Voilà. Et moi, la tech est un moyen, la tech est un moyen. Voilà. Et ça, je pense que ça a commencé à se mettre un peu plus clair dans ma tête à partir de ce moment-là. Et donc, c'est un truc que je défends fréquemment, notamment avec tous les débats sur l'IA. La tech est un moyen, quoi. Ne l'oublions pas. Je pense que c'est intéressant de le rappeler un peu en ce moment. De rappeler. Ouais. Question 2019. On parle de 2019-2020. Bon, il y a un truc global qui s'est passé à ce moment-là. La Covid, c'est un accélérateur pour toi. Est-ce que ça a facilité le basculement sur le nouveau sujet et surtout, comment tu t'es organisé pour passer à l'action dans cette période-là où c'était quand même un peu compliqué de... Alors moi, ça n'a pas été l'accélérateur, mais c'était plutôt le moment... je ne vais pas dire que ça tombait bien parce que c'était quand même une catastrophe pour beaucoup de monde. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes que j'interviewe qui ont utilisé le Covid comme une opportunité. Alors moi, je l'ai pas. En tout cas, c'était pas le Covid qui a déclenché ça ou le Covid qui a permis ça. Parce que ma décision a été prise avant. J'avais quitté Dataiku, j'étais déjà rentré en France 3-4 mois avant le Covid. Et à ce moment-là, on ne savait pas qu'il y aurait le Covid. Et surtout, j'avais déjà pris la décision de lancer un projet. Par contre, le Covid, il est arrivé à un moment où on se confinait, au moment où moi, mon boulot, c'était de parler à des gens et essayer de phosphorer sur ce qu'allait devenir mon projet. Et donc, typiquement, le Covid, ça a été le moment où on faisait des visios depuis nos lieux de confinement pour structurer un projet. Donc, c'était plus simple que si ça avait été le moment où j'avais dû aller prospecter mes premiers clients, typiquement. Voilà, la conjoncture n'était pas si mal alignée de ce côté-là. Ok. Comment toi tu t'es... excuse-moi, je vais un peu vite, mais qu'est-ce que tu as, quand tu prends le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu as gardé l'époque Dataiku qui te sert aujourd'hui? Quand tu as présenté FEV, j'ai tiqué ou j'ai relevé le côté accélération. On va aider les agriculteurs à accélérer, à s'installer. Est-ce que c'est ce genre de choses-là que tu gardes? Est-ce que c'est une capacité à sortir un projet de terre sans mauvais jeu de mots, mais bon. Qu'est-ce que j'ai gardé de Dataiku? Déjà, moi, il y a quand même cette fibre commerciale que j'ai développée à l'époque qui était nouvelle pour moi. Elle est restée ancrée. Donc, moi, je pense pas être un bon commercial, j'ai envie de dire à titre individuel, mais par contre, je suis ultra intéressé. Ça m'a donné beaucoup d'acuité sur des choses que je comprenais pas au début de Dataiku. Au début de Dataiku, tu peux m'envoyer le pitch de n'importe quelle boîte, j'aurais pas été forcément très affûté pour le regarder. Ça, 15 ans après, plus d'avoir vu des centaines de pitchs de boîtes, de façon de voir un problème, la façon de tenter de le résoudre, comment tu le monétises et tout ça, c'est quelque chose qui est devenu une vraie mécanique chez moi. Donc, sans me vanter, entre guillemets, mais j'ai l'impression d'y voir un peu plus clair à ce niveau-là. Et donc, quand il s'agit de l'appliquer à ta propre boîte, cette gymnastique-là, d'essayer toujours de trouver des marges de manœuvre supplémentaires pour essayer d'aller chercher l'argent dont tu as besoin pour exécuter ton business, c'est un réflexe naturel chez moi. Le fait de me dire... Une fois que tu as été entrepreneur une première fois et que tu as vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce n'est pas les mêmes choses qui marchent la deuxième fois, mais par contre, tu es habitué à jongler avec ça, changer de piste, changer d'idée, et tu l'autorises très naturellement. Ouais. Donc, c'est quelque chose, cette gymnastique que je n'oublie pas. Et après, il y a même une culture du process, de la vente, des datas, de comprendre son funnel de vente. Tout ça, c'est des choses que j'ai appris chez Dataiku, que finalement, quand j'y repense, j'ai
pas si bien implémenté que ça chez Dataiku. Et que finalement, je trouve en ce moment, j'implémente mieux chez Fev. Donc, je suis ultra fier d'avoir un process qui, à mon avis, n'a pas grand-chose à envier avec celui de Dataiku de l'époque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as construit la thèse de Fev Ça a été quoi un peu les rencontres marquantes qui t'ont fait peut-être affiner un petit peu le... J'ai la métaphore de la sculpture, tu vois. Tu pars d'un truc assez brut, tu dis, bon, ok, la mission globale, c'est ça, mais... Bon, la différence d'une sculpture, c'est quand tu enlèves un morceau, tu peux pas le remettre derrière. Mais bon, voilà, comment tu as un peu façonné les choses? Moi, c'est le truc que j'ai appris à faire et qui n'était pas naturel pour moi au début de Dataiku, justement. Et je me rappelle très bien quand on s'était associé avec Florian, donc Florian qui était le CEO, qui est toujours le CEO de Dataiku. Je trouvais que c'était assez incroyable le nombre de personnes auxquelles il parlait. Il était toujours en train de parler à 10 milliards de personnes. Et je me disais, mais tiens, il passe quand même beaucoup de temps à parler à des gens. Et moi, parce que lui avait déjà eu une expérience qui était quasiment de l'entrepreneuriat avant. Et je me rappelle quand j'ai commencé Fev, mon associé Simon me disait, mais Marc, je comprends pas, tu es en train de parler à tout le monde, qu'est-ce que tu fais en fait? Et maintenant, lui, il fait pareil. Et je crois que vraiment, alors ça répond quand même un peu à ta question, c'est que au début, tu as une idée, un semblant d'intuition. Enfin, moi, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui pensent qu'on va aller chercher le fond du vrai, faire une thèse avant. Il y a des fois où moi j'ai besoin de revenir à ça, de me dire tiens, j'essaie de retrouver des datas correctes, de me refaire une conviction, tu vois, de rentrer vraiment dans le détail des choses. Et puis il y a des fois, tu as une intuition, tu sais pas trop l'expliquer, tu as une idée, tu as envie d'en parler aux gens et t'en parles. Et puis là, moi je regarde, je scrute beaucoup ce que font les gens en face. Et est-ce qu'ils font comme ça, un petit œil qui ah tiens, c'est intéressant, mais je comprends pas. Ou ah tiens, ça coule de source. Ou ah ben non, je suis absolument pas d'accord avec toi. Et ça, en fait, c'est un peu l'apprentissage de LLM en temps réel, quoi. C'est un peu ton truc et tu te rends compte de ce qui passe pas, et ton intuition, alors, ce qui est dur, c'est que parfois, il y a des trucs où tu es contrarié alors que tu es presque sûr de toi, et vice-versa. Donc ça, c'est quand même le truc qui est quand même dur dans l'histoire, c'est de maintenir le cap sur ce qui est non négociable pour toi. Mais fondamentalement, moi, je sais que j'utilise beaucoup ces discussions comme un ping-pong qui fait évoluer la thèse en permanence. Et je l'ai encore fait ce midi, je le fais ce matin, je le fais 10 fois par jour, en fait, ça. Sans m'en rendre compte. C'est devenu un sport national. Et c'est marrant parce que moi, je suis ingénieur aussi. Dans un cursus d'ingénieur, ça, on l'a pas. On n'en parle pas, ouais. Pas du tout. Je sais pas, dans les enseignements plus modernes, peut-être maintenant. Mais... Peut-être sur les enseignements plus modernes, et j'ai des jeunes managers que j'ai pas l'impression qu'on travaille beaucoup là-dessus. Mais pour moi, c'est effectivement un très très bon sujet que tu évoques. Dans l'entrepreneuriat, c'est clé, quoi. Tant que tu n'as pas confronté ton idée à l'extérieur, il n'y a rien, quoi. Enfin, mais surtout, les gens ils t'apprennent des trucs. Tu dis un truc, et les fois où moi j'étais naïf sur des sujets, ça arrive quand même souvent, tu dis un truc, et puis il y a quelqu'un qui dit ouais, mais quand même, ça existe depuis 10 ans. Il y a quand même des moments où dans ta tête, tu te dis, moi maintenant je suis habitué, donc parfois j'arrive à me ressaisir, mais au moment où tu te prends une petite baffe directe, comme ça, c'est d'accord, ok, je viens de lui pitcher un truc, tout le monde sait que ça existe, sauf moi, quoi. Et c'est là où quand notamment tu arrives dans un secteur nouveau comme l'agriculture, ça pourrait arriver, tu vois, mais maintenant, moi, je me dis, ok, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais il y a plein de fois où, avec cette posture presque naïve, déjà, tu mets les gens sur des terrains qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer parce que toi, tu es naïf et eux, ils n'ont pas l'habitude d'avoir un naïf qui leur pose ce truc-là. Et c'est un peu, en fait, c'est la même discussion entre enfants et parents. Quand tes enfants ils te questionnent sur des sujets existentiels et que tu dis, putain, merde, ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? C'est un peu débile. C'est à peu près la posture que tu peux avoir quand tu es ingénieur, quoi. Ok, hyper clair. Et question corollaire à ça, le monde agricole, comment ça s'est passé au début? Parce que, alors, tu avais ton diplôme d'ingénieur agro. Reste que tu n'avais pas pratiqué et tu n'avais peut-être pas les bons réseaux sur ces sujets-là. Quel a été l'accueil? Comment tu as fait? Enfin, j'essaie de tirer le fil, mais tu as fait attention à quoi pour justement t'intégrer, ou du moins tu vois, arriver, montrer patte blanche, quoi. Oui. Alors ça, c'est un work in progress. Ouais. 5 ans après. J'imagine. En fait, moi, je me mets 2 secondes dans la peau de... Alors, je sais pas si c'est confédération, les syndicats, des choses comme ça. Voir arriver des gens de la tech dans leur domaine avec des jolis pulls et des jeans, alors que... Voilà, tu vois, je peux faire une image qui est une grosse caricature. Parce que oui, il y a ça. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Déjà... Déjà, le simple fait de se poser cette question-là, si c'était à faire pour toi, tu commences bien, parce que tu te poses des bonnes questions. Dans la tech, on emploie, à qui veut l'entendre, enfin à toutes les sauces, le côté disrupté. Alors, je ne sais pas si on le dit encore, mais il y a eu la mode là, pendant 5 ans. Que disrupté, c'était quand même extrêmement pénible.
Et en fait, dans l'agriculture, la première chose, une fois que tu te poses cette question, déjà, tu te dis, je ne vais pas disrupter grand-chose. Ouais. Je ne vais pas commencer à employer le vocabulaire des startups ou de la Startup Nation. Donc nous, on se l'est dit dès le début. On s'est dit, on veut pas... Déjà, on ne parle jamais de Fève comme une startup. Et on ne considère pas être une startup. On ne lève pas de l'argent, on fait une petite levée pour financer au tout début, mais on n'est pas dans une equity story, comme on dit, tu vois, là, je vais employer les mots que tout le monde n'emploie pas avec eux, où on lève beaucoup d'argent, on se développe, on va à l'international. Non, on est une PME, on a 25 personnes, on grandit lentement mais sûrement. Et effectivement, quand tu parles aux gens, après, c'est à quel point tu leur racontes un truc, tu essaies de leur expliquer la vie alors que c'est eux qui sont là depuis 40 ans et que toi, tu débarques. Enfin, ne pas te donner le bâton pour se faire battre à toutes les occasions. Et ça, dès le début, on se l'est dit. On ne veut pas arriver contrairement à ce qu'on fait dans la tech. Dans la tech, les investisseurs s'attendent à ce que tu dises que ton pitch, c'est pour remplacer. Tu arrives Dataiku, tu expliques comment tu vas remplacer IBM. Quand même un côté prétention. Et si tu n'as pas cette prétention, tu n'es pas celui qui est écouté. Dans l'agriculture, nous, on a vraiment choisi une posture beaucoup plus sage, de neutralité, d'essayer de parler à tout le monde. Et en fait, après, ça ne veut pas dire que tout le monde a bien voulu nous parler ou que tout le monde a été sympa avec nous dès le début. Mais en tout cas, on a essayé de donner aucune occasion pour que les gens rentrent dans ce jeu-là, typiquement. Okay. C'est de la prudence, du tact un petit peu. Et ça a quand même plutôt fonctionné parce que maintenant, les gens nous assimilent justement. Ils savent qu'on est militant parce qu'on est militant sur le bio. Donc, il y a des moments, ça leur plaît pas, notamment certaines chambres d'agriculture parfois. Mais dans l'absolu, ils savent on partage quand même une mission avec l'ensemble des acteurs du monde agricole qui est d'installer la jeune génération. Il y a des fermes à reprendre, les cédants qui parfois, c'est la vente de toute une vie. On les aide à trouver des repreneurs. Donc après, à la marge, il y a des sujets sur lesquels on est plus ambitieux que le reste de la profession, sur les aspects de pratique agricole, qui parfois dérangent un peu, mais sur le reste, fondamentalement, nous, on va chercher de l'argent qu'ils n'ont pas auprès des citoyens. On les met dans l'agriculture, on les loue à des prix qui sont des prix réglementés. Et tu vois, c'est même pas comme si en plus on essayait d'avoir des loyers qui sont au-dessus du marché. On loue au prix réglementé, on joue avec toutes les règles. On passe par les SAFER qui régulent l'accès au marché comme tout le monde, parce qu'on n'a pas le choix. Et en gros, donc on ne prend aucun raccourci, tu vois, pour avoir à dire, tiens, paf, j'ai trouvé une loophole dans le système et je l'exploite à mort. Okay. Pas du tout ça. Tu aurais quelques chiffres à nous donner sur Fève? Bon, je pense que tu les as pitchés toute la matinée. Ouais, c'est sur les jours. Sur Fève, donc ça fait un peu plus de 5 ans qu'on existe. On a commencé à collecter mi-2021, donc un peu plus de 5 ans. Enfin, ça va pas faire 5 ans, pardon. Et là, on est à 60 millions d'euros collectés auprès de 4000 investisseurs particuliers, une dizaine d'institutionnels, parmi lesquels la Banque des Territoires, comme Mirova, Alliance, Crédit Mutuel, Crédit Coopératif. Avec cet argent-là, on a acheté depuis les débuts. Quand je dis on, c'est cet argent, on le met dans une foncière. Et donc, le on, c'est l'assemblée des investisseurs. Moi, je suis investisseur aussi à titre particulier de ce véhicule. On a acheté collectivement 55 fermes et on a installé à peu près 80 personnes dessus, puisque parfois, il y a plusieurs actifs sur la ferme. Et là, cette année, l'année dernière, donc, sur ces 60 millions, on en a levé 25 l'an dernier, 2025, et on va en lever à peu près 28 cette année. Okay. Donc, on sera à pas loin de 90 en fin d'année. Et avec tout cet argent, donc 55 fermes, et ça représente à peu près 3500 hectares de terres qui sont en bio ou qui seront bientôt en conversion bio. Okay. Voilà, donc c'est vraiment un significatif, juste pour te dire 3500 hectares. C'est de l'élevage, c'est un mix, ça peut être culture, ça peut être élevage. C'est souvent plus polyculture élevage. La thèse au début de Fève, c'est quand même beaucoup la diversification. En finance, on diversifie son portefeuille. En agriculture, ça fait 50 ans qu'on ne diversifie pas. Donc, donc là, c'est diversification. Juste pour l'image, pour ceux qui nous écoutent, 3500 hectares, c'est un tiers de Paris. Donc ça commence à être significatif. Et l'ambition qu'on raconte depuis le début, on est en passe d'y arriver, c'est qu'à un moment, on aimerait être capable de convertir chaque année 100 km², donc 10 000 hectares. Et 10 000 hectares, c'est la surface de Paris. Okay. Donc ça pourrait... C'est Paris-Toulouse, d'ailleurs, dont je viens. Donc chaque année, Tanguy, une ville en surface comme Paris, Marseille ou Toulouse, ça serait assez beau. Ok. Comment on fait pour vous rejoindre ? Comment on fait pour nous rejoindre ? Du coup, nous, on a un site web fève.co, pas .com. Donc fève comme la fève.co. Et là-dessus, il y a une section investisseurs. Tu souscris en 5 minutes. Et donc, c'est facile. Que des particuliers ? Ouais. Okay. Pas que les particuliers et des institutions institutionnels, mais qui, eux, ne souscrivent pas en passant par le site web. Oui, bien sûr. J'imagine. C'est du B2B. C'est du B2B, on va dire, c'est ça. D'accord. Donc, et la part, que ce soit en nombre ou en montant, c'est quoi entre individus et... Tu l'as dit peut-être. Ouais, mais... Non, on a sur les 60 millions, on doit être à 47, je crois, en particulier, et 13 en institut. Donc c'est un mouvement qui est massivement citoyen depuis les débuts.
Évidemment, quand les institutionnels sont rentrés, ça a dilué un petit peu ça. Ouais. Mais ce qu'on pressent pour le futur, c'est que la croissance va continuer au niveau des instituts, elle va continuer, voire accélérer au niveau des particuliers. Et il y a certains de nos confrères qui ont fait des initiatives un peu similaires qu'avec les institutionnels. Et nous, on est très attachés au fait de garder les particuliers comme majeurs dans notre projet, parce que ça nous permet... en fait, il y a tout un volet indirect de sensibilisation. Les gens, quand ils investissent dans FEV, ils ont fait un choix conscient avec leur épargne. On te dit, tu votes avec ta carte bleue, là c'est pareil, tu as voté avec ta carte bleue, tu deviens propriétaire de terre. Hier, on avait une soirée, il y avait 100 personnes dans le centre de Paris où on fait venir des agriculteurs, on fait venir des gens de l'écosystème et tu comprends à quoi sert ton argent. Okay. C'est un des rares placements que tu peux comprendre. C'est quand même ça, c'est assez fou. C'est hyper clair. Et est-ce qu'il y a un profil type d'investisseur? Est-ce que vous avez des personas qui utilisent un mauvais terme marketing à ne surtout pas utiliser dans le monde agricole, mais... Sur 4000 personnes, tu ferais une segmentation. Si tu veux faire des trucs, tu aurais plusieurs personas. Mais il y a quand même, on a eu une petite étude qui a été faite. On a un public quand même assez diplômé, assez urbain, assez soucieux des enjeux écologiques, évidemment. Qui peut être jeune et moins jeune. Donc, on a des gens qui sont retraités, on a des gens qui sont actifs, mais plutôt deuxième partie de carrière. Donc ça, il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même un dénominateur commun, si on ne veut pas se voiler la face, c'est qu'en général, ce n'est pas le premier truc que tu fais quand tu as tes premiers 1000 € d'économie. D'ailleurs, nous, on ne le recommande pas. C'est quand même, en général, tu as des choses à faire avant pour sécuriser tes fins de mois, ou peut-être l'achat de ta résidence principale si c'est un moment un souhait. Et un jour, quand tu as un peu plus d'argent et que peut-être tu as travaillé un peu plus longtemps, tu commences à avoir de l'épargne qui dort un peu au mauvais endroit, tu t'en rends compte et là, tu te dis, il est temps que je le mette chez FEV ou chez quelqu'un de similaire. C'est quoi le mauvais endroit? Le mauvais endroit, tous les endroits que tu comprends pas, tu te retrouves dans des placements dans ta banque qui sont censés être socialement responsables mais qui ne le sont pas. Bon, il y a pas mal de. Je pense qu'il y a, en général, quand tu es pas capable de dire que c'est le bon endroit, ça joue. Tu es en train de marquer des buts contre ton camp, mais tu le sais pas, quoi. Ok, très très clair. Est-ce que vous travaillez avec les entreprises? Parce que là, tu m'as parlé des institutionnels, des particuliers. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous cherchez à développer sur ces sujets-là? Oui, carrément. Alors, je t'expliquais comment on reconnecte les citoyens avec les agriculteurs par le biais de l'argent, donc ça c'est chouette. Il y a aussi, nous on se dit que les citoyens, ils sont citoyens, consommateurs dans leur vie matin et soir, mais ils sont aussi salariés ou ils peuvent être entrepreneurs évidemment aussi, mais ils peuvent être salariés de plus ou moins grosses boîtes. Et on pense qu'il y a un rôle à jouer pour les boîtes, toutes celles qui sont engagées dans des démarches soit de réduction de leur empreinte carbone ou d'augmenter leur responsabilité sociale et qui se posent ces questions-là. Il y a souvent des gens, peut-être qui nous écoutent, qui travaillent sur la sensibilisation de leurs salariés à tous ces enjeux environnementaux ou sociaux. Moi, ça m'est arrivé de faire des conférences ou des petites discussions lors de petits déjeuners ou déjeuners du midi avec des salariés qui justement veulent s'éveiller à ça et veulent créer un peu plus de confiance dans leur entreprise. Donc parfois ça émane de la direction, parfois ça émane directement des salariés. Et nous, dans ce cadre-là, on a à cœur d'être capable justement de parler, d'expliquer le rôle de notre alimentation, le rôle de notre épargne. Donc ça, c'est des trucs qu'on fait parfois. Et au-delà de ça, comme FEV, c'est un produit dans lequel on peut épargner, nous, on a aussi tout un système de cartes cadeaux. C'est-à-dire que typiquement, plutôt que d'offrir un mug à tes salariés ou un panier garni pour Noël, tu peux leur offrir une carte cadeau FEV. Et en fait, tu leur offres un cadeau de, disons, 50 €. Avec ces 50 €, en fait, ils deviennent propriétaires copropriétaire de 50 mètres carrés de terre agricole. Tu vois. Et donc, c'est vraiment une image assez chouette. Tu fais un cadeau de naissance dans ta boîte, tu peux dire cadeau de naissance, ça a de la gueule d'offrir un petit bout de terre agricole, c'est ce qu'on mangera demain. Tu vois. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis après, on a un truc beaucoup plus structurant, parce que ça c'est peut-être un peu symbolique et ça permet d'éveiller les consciences. Un truc plus structurant, c'est qu'on a aussi, pour les boîtes qui souhaitent faire de la compensation carbone, on a la possibilité de les faire compenser, donc d'acheter des crédits carbone qui émanent directement de nos fermes, qui sont labellisées bas carbone. Alors pas toutes, mais sur les fermes qui s'y prêtent, on peut faire cette démarche. Et donc typiquement, on a des gens qui peuvent compenser sur une ferme qui est pas forcément très loin de chez eux. Donc qui peut donner lieu à un moment aussi à une visite de ferme ou un séminaire d'entreprise. Ça, c'est aussi des séminaires, d'ailleurs on a fait ça, c'était génial. T'envoies la direction en séminaire d'entreprise sur une ferme, plutôt que d'aller au château fort ou je sais pas où. Tu vas sur une ferme et tu fais un atelier initiation à la fabrication de mozzarella. Génial. Ça, c'est sympa, ça. Bah, ça passe bien. Et ça, c'est un super coup de pouce. Tu vas du champ à l'assiette dans la journée, c'est quand même pas mal. Exactement. Et surtout, en fait, ça paraît rien, mais quand tu dépenses 5, 10, 15 000 € sur un séminaire de direction
et que tu vas à un endroit et qu'à la fin, il y a 1000, 2000, 3000 euros qui arrivent directement dans la poche de l'agriculteur, vu le revenu moyen des agriculteurs, en une journée, potentiellement, tu leur remplis un mois ou deux de salaire. Et donc, pour la boîte, c'est anecdotique, tu vois, c'est presque voilà, c'était prévu dans le budget. Mais ton intervenant, c'est quelqu'un qui, lui, n'est pas habitué au taux horaire du B2B. Hyper clair. On arrive sur la fin de cet épisode. J'ai 2 questions. Donc 2021-2025. C'est quoi ton plus gros apprentissage de ces premières années? Tiens, j'ai pas rassemblé mes esprits pour te dire quel est le plus gros apprentissage. Un de ceux, si récemment, quand même, un truc qui m'a marqué, c'est que c'est tellement complexe le monde agricole avec toutes les dimensions politiques et peut-être les susceptibilités historiques et tout ça. Moi, j'ai plutôt tendance à ne rien prendre pour acquis, de manière générale, et j'ai quand même réussi à me faire surprendre. C'est-à-dire à des moments de me dire, bah, tiens, ces gens-là sont forcément nos alliés ou nos amis, et en fait, j'ai péché par naïveté. C'est-à-dire de me dire, quand tu te regardes le panorama, tu te dis, ah, ces gens-là, ils vont nous rentrer dedans, il va falloir que je me prépare, et tu te prépares. Et en fait, le coup vient pas de là, il vient de ceux qui pourraient être tes alliés. Et c'est pas forcément des coups, c'est pas grave, il y a rien qui récupère, mais finalement tu déploies plus d'énergie à l'endroit où tu pensais que ça serait le plus facile. Donc ça c'est pas très positif pour moi parce que étant déjà très méfiant, ça n'a fait que renforcer ma méfiance historique. Mais non, mais c'est quand même des trucs assez subtils. Moi, mon apprentissage aussi, si je fais le comparatif avec ce que j'ai appris sur Dataiku, c'est que les business qu'on essaie de monter dans l'économie sociale et solidaire sont, à mon sens, alors je ne vais pas parler de la capacité à réussir et à sortir des millions, parce que dans la tech, c'est dur aussi. Mais en tout cas, la capacité à construire des business models avec où le client n'est pas forcément le bénéficiaire, où en fait, tu vois, tu as des liens directs entre les gens qui payent, ceux qui bénéficient, ceux qui contribuent et tout ça, avec des modèles où tu as une asso, tu as une boîte, tu as une fondation et tout ça. C'est des architectures finalement d'entreprises qui sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on monte dans la tech. On monte une SaaS, on regarde la métrique MRR, on appuie à fond sur le champignon et voilà. C'est pas facile de le réussir. Le modèle est construit pour du capitalisme. Donc et c'est facile à comprendre. Voilà. Même si c'est pas facile à exécuter, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais et voilà. Et donc ça, c'est vrai que cet apprentissage-là de voir, moi, je trouve que c'est extrêmement excitant d'un point de vue intellectuel que d'arriver à décortiquer tout ça. Et finalement, tu te rends compte que sur le long terme, tu construis des boîtes qui sont peut-être plus robustes parce que justement, elles essaient d'appréhender un problème autrement que par l'ultra spécialisation. Tu vois, quand on fait du SaaS, on te dit sois focus. Moi, finalement, dans ma boîte, je suis moins focus. Alors, j'essaie quand même de le rester un peu, mais on est moins focus et on prépare des coups d'avance. Tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si la politique publique change dans 2027 ? Des trucs que tout le monde se pose quand même. Nous, ça a des impacts directs sur notre modèle, donc on essaie de préparer déjà des coups là-dessus. Tu vois. Donc voilà, cette résilience-là, elle est quand même un peu nouvelle par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire dans le monde de la tech. Ok. Si je reformule, ça veut dire que tu es aujourd'hui dans cette aventure beaucoup plus sur une gestion de temps long. Oui. Okay. Et surtout dans un écosystème qui te dépasse complètement. La tech, on est tous un peu concurrents et tous amis, on fait les soirées ensemble et à la fin, on se bat contre les Américains et on regarde. Il y a quand même un petit côté comme ça. L'agriculture, c'est un autre champ de bataille. Sur la suite, donc on l'a dit un petit peu, tu étais sur le salon de Change Now. C'est quoi les sujets d'actualité? Bon, on se parle, on est en mars 2026, enfin en avril, pardon, 2026. C'est quoi les grandes tendances, ou en tout cas les gros sujets qui sont un peu sur votre agenda? Tu disais, bon, il y a l'agenda politique. Il y a l'agenda politique, Est-ce que tu as vu d'autres choses? Moi, ce que j'ai réalisé à l'aide du salon, parce que les gens ils te demandent toujours comment ça va, tout ça, et quand je dis oui, ça va, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Moi, je réalise de plus en plus à quel point tous les efforts qu'on a fait pour structurer FEV font qu'on a une boîte qui commence à avoir un peu de gueule, qui se structure bien, qui vit bien, qui avance bien, et que fondamentalement, notre goulot d'étranglement, il est que le contexte international est insupportable, et que c'est un lien direct sur notre business, c'est un lien direct sur la capacité des agriculteurs à se payer, qui est néante à l'heure actuelle, que ce soit en bio ou en conventionnel. C'est un lien aussi sur la perception qu'ont les gens, de manière générale, des pratiques vertueuses, puisqu'il y a quand même tout ce backlash qui est très commenté, mais qui existe un peu dans le fond. Et que, en fait, il suffirait de. Enfin, c'est ce qu'on recherche, mais d'un peu plus d'optimisme politique sur le fait qu'on a vraiment envie d'aller dans le bon sens au lieu de s'opposer, de se cliver les uns les autres, pour que notre partie soit 3 fois plus facile du jour au lendemain. Si demain le gouvernement décide de rappuyer un petit peu sur le bouton de la bio en disant attendez, on
on arrête de vous stigmatiser, de vous traiter d'extrémisme. C'est devenu ça au cours des quelques dernières années. Moi, je suis devenu, malgré moi, éco-terroriste, quoi. Donc, je n'avais pas prévu de faire ça comme chemin. Et ce truc-là, une fois, si on arrivait à enlever ça, à se calmer un petit peu tous en haut lieu, là, je pense que FEV irait beaucoup plus loin, parce que nous, on a démontré que les particuliers sont prêts à donner du temps, de l'argent, à s'investir pour aider l'agriculture française. Donc, il n'y a pas de fatalisme à avoir là-dessus. Et les gens, ils ont envie qu'on aille vers des pratiques plus vertueuses. Ça, c'est les citoyens. La preuve, c'est que nous, c'est sur ces bases-là qu'on va lever de l'argent. Quand tu demandes aux agriculteurs, donc il y a le Shift Project qui a fait une très grande enquête sur 8000 agriculteurs il y a maintenant 18 mois. Ils ont montré qu'en fait, les agriculteurs, ils ne sont pas ceux qui balancent des pesticides dans les champs. À de rares exceptions près, ils ne sont pas spécialement contents le matin en enfilant leur combinaison blanche. C'est pas ce qu'ils préfèrent faire dans la vie. Ils le voient pour leur santé à eux, pour celle de leurs proches et tout ça. Donc, ils disent, mais bien sûr que nous, on voudrait changer, on voudrait aller vers des pratiques plus engagées pour nous, pour tout le monde, pour vivre mieux ensemble. Et ce truc-là, en fait, la seule chose qu'on veut, c'est pas, alors qu'on n'a déjà pas de moyens, c'est pas à nous de le financer. De toute façon, on ne peut pas le financer vu qu'on vit déjà pas en faisant des trucs moins vertueux. Et donc voilà, c'est ça, je pense, qui est l'agenda principal. Et malheureusement, ça nous dépasse tous un petit peu. Ok. Merci beaucoup, Marc. Merci. C'était pour moi un vrai moment d'apprentissage, de respiration. J'aime beaucoup ces épisodes où on fait le lien entre des sujets très individuels, tu vois, ta trajectoire, le changement de trajectoire, ce que tu as appris, et des sujets, comme tu disais, qui nous dépassent, des sujets éminemment sociaux et qui, je pense, nous concernent tous. C'est pas parce qu'on travaille et qu'on est salarié dans le privé qu'on n'est pas touché par ces sujets. Non, on parle directement de ce qui est dans notre assiette. Exactement. Et ce qui peut être bon ou moins bon pour notre santé. Merci beaucoup d'être venu à mon micro. Merci pour à toi pour l'invitation. J'ai 2 dernières questions à te poser. Si on a envie de rentrer en contact avec toi, de comprendre un peu mieux ce que fait FEV, donc il y a le site. Ouais. Tu me le redis. FEV.co. FEVE.co. Bon, très bien. Et on envoie où les gens qui veulent te contacter? Et ils peuvent aller sur LinkedIn et ils m'en veulent pas si je réponds pas tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à caler. On a mis un peu de temps à caler cet entretien. Dernière question, est-ce qu'il y a une personne de ton réseau? On peut rester dans la sphère, j'allais dire, éco-responsabilité au sens très large. Est-ce que tu aurais quelqu'un dans ton réseau à me recommander, à inviter pour partager tu vois, l'apprentissage au sens large, une trajectoire intéressante? Plein des trajectoires intéressantes, du coup ça va être dur, mais je peux peut-être te faire ça en off si t'attends pas. Écoute, on va faire ça en off. Il faut que je rassemble mes esprits là-dessus, pour pas faire d'impair, mais il y en a plein. Bah écoute, merci encore. Merci à toi. Bon retour. Ouais. On va retourner dans la pluie. Il me reste à souhaiter une bonne suite ou fin de journée aux gens qui nous ont écoutés jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning by Doing. Salut. Merci, à bientôt.